Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Alain, bonjour Guillaume, merci, Bonjour merci Corinne, bonjour d'être à là. tous. Bonjour. Alors, on va attendre une toute petite minute encore, le temps que tout le monde se connecte. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'inscrits, donc c'est vraiment chouette, ce qui veut dire que la valorisation des cabinets de courtage a le vent en poupe finalement, et puis que nos courtiers ont hâte d'échanger avec vous, Alain et Guillaume, pour connaître toutes les astuces, tout savoir sur comment valoriser au mieux son cabinet. Donc effectivement, merci. Bonjour Palmyra. Vous avez, cher courtier, en bas à droite un chat. N'hésitez pas à l'utiliser. Surtout, vous pouvez nous adresser vos questions auxquelles Guillaume et Alain vont se faire un plaisir de pouvoir y répondre. N'hésitez pas si jamais vous avez des petits soucis de son ou de caméra. Nous préconisons et nous vous préconisons d'utiliser Chrome, hein, parce que Livestorm aime bien Chrome. Donc si vous n'utilisez pas Chrome, bah, essayez plutôt de vous connecter à ce navigateur-là. Et puis, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on attende peut-être une toute petite minute, le temps que tout le monde arrive. Et puis, on va démarrer. Je dis, parce que tout à l'heure, je t'ai coupé, mais bon, je profite de ce moment de latence pour saluer tout le monde, pour remercier Corinne et Alain pour l'invitation. Je suis enchanté, c'est la première fois qu'on fait un webinaire ensemble et j'en Mmh. suis ravi. Voilà. Et ben du Surtout coup, sur un Guillaume, sujet. je peux te laisser te présenter parce que même si tu es très connu, et ensuite on laissera la parole à Alain pendant les petites minutes où nos courtiers continuent à se connecter. Peut-être que tu peux voilà, te présenter et expliquer un petit peu comment tu interviens, comment tu aides les courtiers, quelle est ton activité finalement. C'est super. Bah, on m'avait toujours dit qu'il valait mieux éviter de l'ouvrir de trop. Bah, voilà, du coup, paf. Pas trop tard, trop tard. Allez, c'est parti maintenant. Bon, merci beaucoup, Corinne. Guillaume Revers, je suis dans l'assurance depuis plus de 30 ans. Je fais de la transaction depuis un peu plus de 23 ans maintenant. Ça a commencé en 99. J'étais un acteur et c'est là-bas que j'ai eu l'idée d'essayer d'accompagner les sessions que je voyais parfois passer qui me faisaient trembler. Parce qu'on se tapait dans le dos, on disait allez, je te le prends à 3, je te le prends à 2, et puis on faisait 3 pages griffonnées à table. Et, et donc, comme dans les prérogatives de l'inspecteur, il y a aussi le fait de faire se rencontrer un acheteur et un vendeur. Voilà, c'est comme ça qu'est née l'aventure. C'était à titre secondaire, puis accessoire secondaire, puis principal. Et depuis 2017, on ne fait que ça chez Assurdeal. On fait l'évaluation et l'accompagnement à la transaction avec de plus en plus, il y a quelques années, quand je parlais d'impact de la réglementation sur la valeur des portefeuilles, on se moquait de moi en me disant que j'étais déjà peut-être un peu trop vieux et que je comprenais pas le marché. Mais aujourd'hui, effectivement, ça, sur toutes les valorisations et surtout sur un marché en tension où, Mm. certes, il y a beaucoup plus de vendeurs, mais en face, il y a des acheteurs de plus en plus appétents à trouver des portefeuilles propres, c'est-à-dire qu'avec une réglementation à jour, et des cahiers qui ont été, des registres qui ont été tenus comme il faut, etc. Donc ça, je laisserai Alain en parler, c'est son sujet. Mais c'est vrai que nous, on arrive après l'intervention d'Alain sur les dossiers, parce qu'on récupère ça. Et parfois, non pas parfois, la plupart du temps, il n'y a pas d'outils complètement à jour. En tous les cas, Mm. c'est devenu très rare, c'est encore très rare malheureusement de voir des portefeuilles complètement à jour. Et ça impacte aujourd'hui véritablement la valeur parce que Mm. les financements étant plus compliqués,
On sélectionne prioritairement les super dossiers bien à jour. Mmh. Voilà. Merci Guillaume. Alors Alain, du coup, je vais te laisser effectivement te présenter sur ton environnement, ton expérience, ton expertise. Merci Corinne, merci pour l'invitation. Ça va être une première avec Guillaume de pouvoir parler de ce sujet qui intéresse tout le monde. Donc Alain Curtelet, moi je suis avocat au barreau de Paris. J'ai le plaisir d'accompagner de nombreux cabinets de courtage en France, mais pas que, j'accompagne aussi des compagnies d'assurance, mais de nombreux intermédiaires d'assurance bancaire et financiers, parce que je ne fais pas que dans le courtage. D'abord pour les aider à se mettre en conformité avec la réglementation. J'ai l'habitude de dire qu'un courtier, c'est quelqu'un qui fait du patinage artistique. Voilà, il y a des figures libres, c'est son métier, il le fait parfaitement bien. Et puis il y a des figures imposées, c'est la réglementation, et malheureusement, il ne peut plus faire ça. Il pouvait s'en passer encore il y a quelques temps, mais on voit bien qu'il ne peut plus faire ça. Et il ne peut plus faire ça, et vous vous en rendez compte, parce que d'abord, il y a quelques sanctions de la CPR qui défraient la chronique. De plus en plus, les assureurs et les courtiers grossistes avec lesquels vous travaillez commencent à être très, très exigeants sur les questionnaires de conformité. Et bien évidemment, in fine, et c'est pour ça qu'on est là, ça a aussi un impact qui commence à se voir sur la valorisation des cabinets de courtage. Donc à ce titre-là, moi je vous accompagne et j'accompagne tous les cabinets, quelle que soit leur taille, du petit cabinet au fin fond de la Lozère qui est tout seul, au très gros groupe de cabinets de courtage. Et pour essayer d'aider, parce que un courtier c'est très souvent quelqu'un qui est un homme orchestre ou une femme orchestre, bien évidemment, qui fait tout. La conformité, c'est évidemment pas c'est pas sexy, on va se le dire. C'est pas le truc qui vous fait tous rêver, mais il n'empêche qu'il faut le faire. Et donc à ce titre-là, on a monté un outil qui s'appelle Complisoft Assurance, qui est là pour essayer de centraliser, essayer de vous aider dans cette démarche. Donc on en parlera aussi pour voir comment ça peut vous aider. Eh bien, écoutez, merci à vous deux. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Corinne Monteil et effectivement, je suis en charge du développement de Babaline, qui est, comme certains d'entre vous le savent, parce que j'ai reconnu certains de nos utilisateurs, un outil dédié à la structuration, notamment des cabinets de courtage. Et je crois qu'on va largement en parler aujourd'hui. Il est vrai que lorsqu'on a décidé avec Guillaume et Alain de monter cette réunion, ou en tout cas ce webinaire, on s'est dit qu'aujourd'hui, finalement, vous êtes tous chefs d'entreprise et que à terme, votre objectif, de toute façon, c'est de revendre votre portefeuille. Enfin, en tout cas, c'est un des éléments moteurs, je suppose, pour la création de votre entreprise. C'est comment je la crée, comment je la développe et comment je vais mettre en place tous ces éléments-là pour pouvoir la revendre au plus offrant à court terme, moyen terme ou très long terme. Mon expérience, et ensuite je laisserai Guillaume et Alain intervenir, mais moi, mon expérience aujourd'hui, puisque ça fait quelques années et je ne dis plus le nombre d'années notamment, de mon expérience, c'est lorsque j'échange avec les courtiers, comme le disait Alain tout à l'heure, vous êtes sursollicités, vous faites 1 milliard de choses, vous êtes pris dans votre quotidien, mais souvent vous avez tendance, et c'est tout à fait normal, de perdre de vue quelle est l'ambition, l'objectif de la constitution de votre portefeuille qui est un élément de la valorisation de l'entreprise. Et ça, encore une fois, je pense que Guillaume et Alain vont être d'accord avec moi et on va en parler aujourd'hui. Effectivement, la constitution du portefeuille, le chiffre d'affaires, les fournisseurs fait partie de la valo du portefeuille, mais Guillaume et Alain ont commencé à vous distiller 2-3 informations sur notamment la conformité, l'organigramme et tout un tas de choses dont on va parler ce matin. Et l'objectif de cet échange, et c'est une des raisons pour lesquelles vraiment n'hésitez pas à partager avec nous et à nous envoyer des petits messages. L'objectif de ce matin, c'est de revoir avec vous quelles sont les étapes indispensables à la structuration de votre portefeuille pour avoir une bonne valorisation. Dans ces étapes, quel est l'impact de la réglementation? Parce que Alain et Guillaume ont commencé à en parler. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place et pourquoi il faut que je le mette en place?
quels sont les indicateurs clés d'une valorisation de portefeuille? On a parlé de chiffre d'affaires, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'EBITDA, il y a la marque de votre entreprise, il y a vous en tant qu'homme clé ou femme clé aussi, on en parlera. Quels sont les outils incontournables à mettre en place? Et puis, bien évidemment, je vous ferai un petit brief sur Bubblein parce que sinon, ce serait pas drôle. Alors, pour démarrer sur les étapes indispensables, et avant de laisser la parole à Guillaume et Alain, moi j'ai voulu sur le PowerPoint, j'ai voulu faire une petite citation que je trouvais correspondre à la situation. En tout cas, c'était de dire ce que dit Musk, et on en pense ce qu'on en veut, il n'empêche que c'est un très grand chef d'entreprise aujourd'hui, que créer une entreprise, c'est un peu comme un gâteau. Il y a plein d'ingrédients, mais comment je vais proportionner ces ingrédients pour que mon gâteau soit le plus beau possible, ou en tout cas que mon gâteau donne le plus envie possible. Et dans la valorisation d'un cabinet de courtage, c'est ni plus ni moins comment je vais le vendre. Alors, peut-être Alain ou Guillaume, avant de rentrer dans le détail des ingrédients, est-ce que vous pourriez nous expliquer chacun votre tour comment est valorisé un cabinet de courtage? Parce que tout à l'heure, Guillaume, tu parlais de coefficient multiplicateur. C'est une des méthodes, effectivement. Guillaume, tu as un fan apparemment. Mais aujourd'hui, il y a une notion de coefficient multiplicateur, mais peut-être qu'on peut réexpliquer ça à nos auditeurs, parce que je ne sais pas si tout le monde a ce degré d'information. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Alain. Je peux débuter. On a parlé de vente, et tu as parlé de vente dans la perspective de pouvoir céder son entreprise, mais rappelez-vous aussi que on va pouvoir utiliser exactement les mêmes arguments quand vous êtes en position d'acheter un portefeuille. C'est pas parce que ça marche des deux côtés, bien évidemment. Sur la valorisation, en fait, il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode qui avait cours jusqu'à il y a encore pas si longtemps et qui continue à être dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est l'application des coefficients multiplicateurs de chiffre d'affaires. Ce qui courait habituellement, c'était qu'on prenait le chiffre d'affaires d'un cabinet de courtage, on appliquait un coefficient et ça vous donnait le prix de vente. Et donc, on entendait tout et n'importe quoi. Mon cabinet vaut x2, x3, x5, x12. Enfin, on avait un peu tous les chiffres. Alors, cette possibilité de valoriser un cabinet avec des coefficients est toujours un petit peu utilisée. Mais il faut savoir que les coefficients eux-mêmes sont très variables. Ils sont très variables parce que, bien évidemment, suivant que vous faites de l'IRD ou de la vie, déjà, on a des coefficients qui ne sont pas les mêmes. On va plutôt être sur des coefs entre 1,5 et 2 sur les IRD en moyenne, et en vie, on est plutôt entre 2 et 3. Et au sein de l'IRD lui-même, on a des coefs qui sont encore différents en fonction des typologies de produits d'assurance. Entre 1,2 et 1,5 pour un contrat auto mono, entre on va dire 1,7 et 2,5 pour du risque industriel, entre 2 et 2,5 voire 3 même pour une assurance collective. Et donc, ce qui nécessite de toute façon, comme conséquence, d'avoir une très belle décomposition de votre portefeuille, à la fois en nombre de contrats, à la fois en termes d'ancienneté et à la fois en termes de chiffre d'affaires et de commissions associées. Ça, c'est une première vision. La seconde vision, et qui a beaucoup plus cours aujourd'hui, c'est l'EBITDA ou le BE, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, qui est une autre façon de valoriser un cabinet de courtage. La différence par rapport à l'approche précédente, on n'est plus sur des volumes. C'est le nombre de contrats, c'est la volumétrie des commissions associées. L'EBITDA ou le BE, on est plus sur une approche du résultat de l'entreprise.
C'est-à-dire, on va prendre toutes les charges, on va prendre tous les produits, ça vous donne un résultat, et en fonction de ce résultat, on va appliquer, là encore, un coefficient multiplicateur. Et là, bien évidemment, le coefficient multiplicateur est différent. On est entre 8, 15, j'ai même vu des portefeuilles très spécifiques partir à 18 fois l'EBITDA. Et donc, très souvent, on fait une moyenne entre tout ça. C'est une autre approche. Et puis, il y a d'autres approches sur la partie notamment goodwill, c'est sur la valorisation de l'entreprise. Et tout à l'heure, Corinne, tu parlais de valeur d'une marque. Bien évidemment, si vous avez une marque nationale qui est plutôt très cotée, c'est quelque chose aussi qui se valorise et qui va pouvoir venir augmenter la valeur de cession, bien évidemment. Voilà ce qu'on peut dire très rapidement sur les principaux indicateurs de calcul de prix. Mais derrière ces principes, retenez une chose, c'est que pour pouvoir commencer à discuter d'un prix de cession, et ce sera toujours une discussion, il n'y a jamais un prix ferme, cette discussion nécessite que quand vous êtes en position d'acquéreur, en position de vendeur, pardon, que vous ayez une décomposition assez fine de votre portefeuille, assez fine, assez précise et avec des chiffres relativement sécurisés, ce qui nécessite d'avoir dans votre propre système d'information un maximum d'informations, bien évidemment. Alors, Alain, excuse-moi de te couper. Donc, ce que tu es en train de nous dire, et ensuite on laissera la parole à Guillaume. Pas de souci, Benoît. C'est que, en fait, finalement, il y a plusieurs méthodes de valorisation d'un cabinet de courtage. C'est ce qu'on a vu. Que chaque méthode va utiliser finalement différents outils, mais que ce que tu nous dis au final, c'est que la structuration du portefeuille, c'est-à-dire la composition en termes de clientèle, la cible des clients, la cible des produits commercialisés, les partenaires qui sont choisis, peut-être aussi, parce que j'ai cru entendre parfois que les portefeuilles se vendaient un peu mieux quand il s'agissait de partenaires fournisseurs compagnie plutôt que courtier, que d'autres courtiers ou co-courtiers. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, ce que tu nous dis, c'est ça, c'est soyons structurés. Il faut avoir une stratégie de développement et une stratégie on peut très bien avoir une stratégie de généraliste ou une stratégie monocontrat. En gros, c'est ce que tu dis, mais le tout, c'est d'être structuré. C'est exactement ça. Et bien évidemment, des fois, vous avez des acquisitions, en tout cas, moi, j'ai pu en faire. Il y a des acquisitions qui sont avec des coefficients qui sont différents de ceux que je vous ai annoncés, parce que l'acquéreur a une stratégie d'acquérir, par exemple, un code alliance qu'il n'a pas. Il n'a pas le code Alliance, le vendeur l'a dans son portefeuille parce qu'il est codé chez Alliance depuis des années, il est bien codé, il est bien vu, et donc ce qu'il va acheter, ça va être cette possibilité de continuer à proposer des produits Alliance. D'accord. Donc oui, il y a plusieurs méthodes, bien évidemment. Guillaume, toi, dans ton retour d'expérience, parce que on parlait d'étapes, mais moi j'ai envie de parler effectivement de stratégie, parce que souvent les courtiers avec lesquels je discute me disent ah mais les business plans c'est pas pour moi, j'ai pas le temps, je sais pas comment on fait, je suis pas une multinationale. Quel conseil tu donnes à un courtier qui se lance ou qui a envie de revendre ou qui veut acquérir? Oui, c'est clair. Déjà, je vais rejoindre Alain sur le sujet évoqué, qui est un sujet clé dans l'évaluation, c'est la donnée. Enfin, après toutes ces années, on a trouvé le moyen de collecter les données en flux, parce que c'est un vrai souci. On se retrouve, il n'y a aucune donnée structurée chez les assureurs ou les grossistes, donc on se retrouve avec 82 formats à essayer d'harmoniser pour le mettre. Nous, on a développé un logiciel d'évaluation
ce logiciel d'évaluation, il est basé sur une cote A sur deal. La cote A sur deal, c'est comme la cote Argus, pas de l'assurance, mais auto. C'est-à-dire, chaque fournisseur, tu évoquais, Corinne, la différence qu'il y avait entre deux fournisseurs. Et c'est bien le cas. On a comme cote Argus, donc on a le Mercedes, on a le type de produit, donc c'est le modèle de la voiture, on a l'année de souscription, etc., etc. Et on obtient une cote Argus, c'est-à-dire que quand on fait des évaluations, on évalue jamais un portefeuille sur la globalité, ni par type de risque. On évalue en ligne à ligne, à partir de la cote Argus, en tenant compte de deux gros facteurs. C'est d'une part les impacts qu'il peut y avoir, suivant si la personne est très âgée, ou donc il y a vraiment une info à aller collecter au-delà des données financières du portefeuille. Ça, c'est la première chose. Et deux, on doit évaluer un portefeuille en fonction de ce qu'il apporte. C'est-à-dire que c'est que le portefeuille et qu'il n'y a rien derrière, pas de site internet, pas d'équipe, rien. C'est le stock qu'on achète. S'il y a un site comparateur, un site internet ou des flux réguliers parce qu'il y a un réseau d'apporteurs, ça se comptabilise. C'est ce qu'on appelle le flux. Après, il y a l'organisation. Si on achète une société, Alain parlait d'EBITDA ou de BE pour c'est une société. Effectivement, la valorisation, on ne parle pas des résultats, c'est la trésorerie nulle, etc. Ça, c'est autre chose. Les comptes d'associés ou quoi que ce soit, ou les dettes, ça, c'est autre chose. Mais au moins, dans la valorisation intrinsèque de l'actif, on rajoute au stock et au flux une incidence sur l'organisation. Est-ce que j'ai du personnel quand je le reprends, donc ça c'est une société qui est là depuis longtemps, qui connaît parfaitement, qui est difficile à recruter par ailleurs, etc. Et ça donne de la valeur aussi, ce qu'Alain évoquait dans les goodwill. Alors Guillaume, il y a un petit, retour de son de ton côté. En attendant peut-être que tu interviennes dessus. On a deux petites questions avant qu'on passe à la question sur la réglementation et l'impact de la réglementation. Je ne sais pas lequel des deux va pouvoir intervenir. Alors, j'ai Laurence qui nous dit est-ce qu'il y a un coefficient spécifique pour les cabinets spécialisés plutôt en assurance emprunteur? Je suppose que la question c'est est-ce qu'on est plutôt sur du x2, x3, x7? Oui, Alors, je rêve. Ouais. x7 non? Ah bah dis donc. Bah tu vois, voilà, bah je vais aller pleurer maintenant. Non, Donc, on est plus proche de 2, mais je rejoindrai ce que dit Guillaume. On va bien évidemment regarder dans le détail les contrats sur la durée de commission. Est-ce que c'est une commission, le versement de la commission? Est-ce que c'est un versement one-shot? Est-ce que c'est des versements réguliers? Voilà, il y a plein de choses qu'on va regarder pour l'assurance emprunteur. Ok. Et François nous dit. Alors François, vous m'arrêtez si je dis une bêtise et vous n'hésitez surtout pas à m'apporter la précision. François nous dit est-ce que le vendeur qui a prévu de travailler un marché, une niche spécifique, mais qui finalement ne l'a pas encore tout à fait, est-ce que ça peut être un élément de valorisation? Ça, c'était sa première question. Et la deuxième question qui, à mon avis, va intéresser beaucoup de nos courtiers, c'est demain, je fais travailler des apporteurs d'affaires ou des mandataires. Comment ce chiffre d'affaires est valorisé? Alors, le premier élément de discussion sur la première question sur est-ce qu'on va pouvoir valoriser du chiffre d'affaires potentiel sur un portefeuille qui n'a pas été travaillé. Typiquement, vous vendez de l'assurance vie et vous n'avez pas vendu un contrat auto à vos clients, mais vous avez cette potentialité. Oui, ça peut se valoriser. Et bien évidemment, ça va donner lieu à une discussion puisque forcément, 100% de vos clients ne vont pas forcément vous acheter un contrat auto. 100% de vos clients ne vont pas vous acheter un contrat d'assurance emprunteur. Et il va falloir regarder comment il est possible de les approcher, sur quel type de contrat. Mais oui, ça peut se discuter. Mais alors, ça pourra donner lieu.
ça Oui, pourra pardon. donner lieu à des clauses spécifiques sur la valorisation et ça fera peut-être partie des choses dont on va parler dans quelques minutes, c'est que ça sera une partie du prix qui sera décalée en termes de versement. D'accord. C'est-à-dire Donc, que par là, on exemple, achète tu es une en train. potentialité. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, tu es en train de me dire que j'ai un portefeuille de courtage dans lequel je n'ai pas du tout fait d'épargne. J'ai que du risque industriel et je n'ai jamais fait d'épargne. Ça, je Oui, peux le valoriser dans la valeur de mon portefeuille. ça fait partie des éléments de discussion et de calcul. Et bien évidemment, après, ça va être discuté avec le repreneur qui va prendre ou pas. Et D'accord. ça va dépendre, et Guillaume en parlait tout à l'heure, ça va dépendre de sa stratégie à lui. C'est-à-dire qu'il y a la stratégie du vendeur, mais il y a la stratégie du repreneur. Si typiquement, on va prendre deux cas totalement opposés, mais si typiquement le repreneur ne fait que de l'assurance vie, lui valoriser de l'IRD, ça va pas avoir beaucoup d'intérêt, sauf si au sein de son propre cabinet, il a d'ores et déjà un associé ou un pôle d'activité IRD, donc il sait qu'il va pouvoir l'exploiter pour faire un retour sur investissement sur ce portefeuille qu'il faudra travailler. OK. Alors, on va passer à l'étape suivante. Donc là, on a parlé de tous les ingrédients, finalement. Parmi les ingrédients, il y en a un, et vous l'avez déjà évoqué, qui est notamment la réglementation, puisque nous sommes dans un métier ultra réglementé qui évolue. On nous parle d'autorégulation, on nous parle de conformité, on nous parle de procédure, de réglementation et de réclamation d'ailleurs. Quel est l'impact Benoît, on a vu votre question, effectivement, on en reparlera. Cédric, c'est pareil. Quel est l'impact de tous ces éléments-là sur la valorisation? Je suppose qu'un cabinet qui n'est pas du tout organisé, ou en tout cas en conformité, aura moins de valeur qu'un cabinet qui est plus structuré. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Alors, Guillaume, peut-être Guillaume, ton micro est éteint, par contre. Oui, non, je cherchais à savoir d'où venait l'écho parce que Ah, j'ai pas d'autres. alors là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Ah ben, C'était peut-être un petit parfait, souci de connexion. Là, ça va beaucoup mieux. c'est parfait. Donc, alors, désolé. Alors, du coup, la question, s'il te plaît. Oui, alors la question c'était, aujourd'hui on a parlé, de l'impact de la réglementation sur la valorisation d'un portefeuille. Je suppose, et Alain, reviendra là-dessus après, je suppose que, tout ça aujourd'hui quand tu vas vendre un portefeuille, c'est quelque chose que tu vas estimer, que tu vas regarder et qu'est-ce qui pour toi, quelles sont les étapes clés? Alors tu vas me dire, toutes, mais pour toi, qu'est-ce qui est non négociable? Oui, alors il y a deux choses. Je sépare toujours les deux parce qu'on a la bourse au portefeuille d'un côté où ce sont des ventes, des micro-ventes, des portefeuilles inférieurs à 100 000 euros. Et c'est que le portefeuille. Et puis après, il y a les portefeuilles un peu plus volumétriques ou les Mmh. sociétés. Et on n'affecte pas, on n'a pas le même degré d'exigence selon la taille. C'est-à-dire que celui qui vend chez nous un portefeuille de 5 000 euros, on en fait beaucoup, plusieurs par semaine, c'est sûr que la réglementation n'est pas la même. En tout cas, les attentes sur la réglementation n'est pas identique à si on reprend des engagements. On Mmh. vérifie les contrats et comment ça a été fait. Mais c'est pas la même chose que quand tu reprends une société avec des garanties d'actifs passifs qui peuvent effectivement mener loin. Donc ça, c'est vraiment la distinction qu'on fait entre les tout petits portefeuilles où il y a 40 ou 50 contrats et puis il y a des Mmh. portefeuilles. Ce qui ne veut pas dire que les petits portefeuilles, on doit négliger les contrôles. C'est-à-dire qu'on fait les contrôles, c'est pas tout à fait les mêmes contrôles, mais c'est surtout comment ça a été fait. Et parce que le courtier qui a fait le contrat reste de toute façon très engagé dans la cession si le contrat a été fait n'importe comment, Mmh. de toute façon. Et le courtier repreneur, lui, a des obligations au moment de la reprise de mettre en conformité
selon ses devoirs de conseil, ses devoirs d'information, juste après la reprise, de toute façon. C'est-à-dire que s'il était contrôlé, là je laisserai Alain évoquer plus ce sujet, c'est plus son domaine, mais s'il était contrôlé et qu'au bout de 2 ans, il n'a pas mis au carré le portefeuille qu'il a racheté, qui était tendancieux, le régulateur risque de lui dire, ou le contrôleur risque de lui dire qu'il n'a pas fait son job en mettant à jour le portefeuille qu'il a racheté, qui à l'origine ne l'était déjà pas. Il y a des phases, s'il est contrôlé le lendemain de la reprise du portefeuille, Alain répondra, mais je ne vois pas en quoi il serait incriminé sur la façon dont ça a été fait. Voilà. Mais oui, Alors, nous, ça a un impact. Hein. C'est dans les 80 impacts dans notre logiciel, on a donc la cote assortie, le type de fournisseur, le type de produit, le type de clientèle, etc. Et ensuite, il y a des impacts. Ça peut aller jusqu'à 80 impacts. 80 impacts. Voilà. D'accord. Donc, impact qui, du coup, va se refléter sur le coefficient multiplicateur, si on utilise la méthodologie du coefficient multiplicateur, ou sur la notion d'EBITDA, etc. C'est ça, Alain, aussi. C'est ça. Je rejoins ce que dit Guillaume. Alors, je ferai juste un petit rappel historique. Il y a 10 ans, la conformité avait aucun effet sur la valorisation des portefeuilles, très clairement. On appliquait bassement, matériellement des coefficients et il y avait très, très peu souvent même des garanties de passifs. Il fallait être sur des montants relativement élevés pour avoir des garanties d'actifs et de passifs. On commence à voir avec à la fois tout ce que tu as mis à l'écran, hein, l'autorégulation, les exigences de conformité réglementaire des assureurs, les exigences maintenant dans le cadre de l'autorégulation des associations professionnelles agréées sur RC garantie financière, capacité professionnelle, formation, et puis toutes les autres exigences avec les différentes procédures qu'on doit avoir, la LCBFT, les réclamations dont tu as parlé. Bref, il y a tout un environnement réglementaire qui nous est tombé dessus depuis quelques années et qui fait partie maintenant de votre terrain de jeu. Et c'est ce terrain de jeu qui peut avoir un impact. Alors, comme je disais, il y a 10 ans, aucun impact sur la valorisation. De plus en plus, on voit que ça rentre dans les discussions. Et ça a commencé par le périmètre des garanties d'actifs et de passifs. C'est-à-dire que si il y a encore quelques années, ça ne venait pas amoindrir et diminuer le prix, par contre, ça venait, faire exister des garanties d'actifs et de passifs, y compris sur des cessions de faible ou moyenne ampleur, et puis ça venait l'élargir à la fois dans le temps et dans le périmètre. C'est-à-dire qu'on vous disait, s'il y a un redressement fiscal, forcément pendant les 3 ou 5 ans, les conséquences fiscales, c'est pour vous. S'il y a des problématiques URSSAF, c'est pour vous. Et puis maintenant, on met s'il y a un contrôle ACPR, s'il y a un contrôle de X ou Y, de la CNIL, machin, c'est pour le vendeur. Donc c'est pour ça que oui, Alain, j'ai juste coupé une toute petite seconde parce que je ne sais pas si tous nos auditeurs savent à quoi correspondent les garanties d'actifs et de passifs. En gros, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais c'est demain, je signe un acte d'achat ou de vente, peu importe. Et en fait, parmi les clauses qui vont apparaître, ce sont des clauses de garantie d'actifs et de passifs. Donc, je vais porter, si je suis vendeur, je vais porter la responsabilité des contrôles ACPR en gros pendant 3 ans, c'est ça, schématiquement. Ouais, entre 3 et 5. Alors, la garantie d'actifs, c'est de dire, je vous vends un portefeuille qui vaut 500 000 euros. Bien évidemment, les 500 000 existent et ça va pas c'est pas la belle de nuit qui se transforme en citrouille le lendemain matin de l'achat. C'est plus 500 000 que ça vaut, mais ça vaut 100 000. Donc ça, c'est la partie active. Et puis la partie passif, c'est tous les contrôles de conformité réglementaire, mais ça va sur la partie URSSAF, ça va sur les contrôles ACPR, ça va sur la partie sociale, ça va sur la partie CNIL, bien évidemment. Et tout ça, si par hasard il y a un redressement qui aboutit à une sanction financière, cette sanction financière va être payée, bien évidemment, par le nouvel acquéreur, mais sera remboursée en tout ou partie, parce que là aussi, les garanties de passifs, ça peut être très compliqué, et ça peut être remboursé en tout ou partie par le vendeur.
Et parfois même, on va un cran plus loin, on demande au vendeur d'immobiliser une partie du prix. C'est-à-dire que sur les 500 000 euros qu'on doit lui payer, on lui dit, bah tiens, je t'en file 400, les 100 000 euros restants sont mis sur un compte séquestre et tu les toucheras s'il ne se passe rien. D'accord, ok. Alors, on a François qui nous faisait remarquer que tout le monde était contrôlé. Alors, je pense que la CPR met les associations d'autorégulation, je suppose aussi. Bah, on a les deux. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, j'ai sorti il y a quelques jours 2 infographies sur les sanctions de la CPR. C'est-à-dire que c'est notre autorité de tutelle du secteur de la banque et d'assurance qui a été créée en 2010, hein, donc il y a un peu plus de 13 ans. Elle a sorti, il y a des milliers de contrôles, mais il y a 104 décisions de sanctions. Dans les 104 décisions de sanctions, vous irez voir l'infographie, il y en a une majorité sur Paris et la région parisienne qui se sont fait sanctionner d'acteurs. Mais bien évidemment, où vous soyez en France, la CPR fait des places. Et puis je vous rappelle que la CPR, ils savent prendre l'avion et donc ils sont allés en Angleterre, au Luxembourg, et ils sont même allés à l'île Maurice et au Maroc pour aller contrôler des plateformes téléphoniques. Donc, quelle que soit votre zone géographique, vous pouvez être contrôlé. D'accord. Bon, bah alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, tous et toutes. La réglementation. Et du coup, pour revenir, ce qui va nous permettre certainement de revenir sur les questions de Benoît et puis François notamment. Et puis, je vois que Frédéric est en train de nous écrire également. On a beaucoup de questions. Je trouve ça chouette. Donc aujourd'hui, si on fait un résumé, les indicateurs de la valorisation seront les partenaires, si j'ai bien compris, seront la clientèle, l'environnement juridique, le chiffre d'affaires, l'EBITDA, la marque. On a parlé d'organisation tout à l'heure. En revanche, alors moi j'avais 2 questions. Ma première question, c'est Cédric nous disait, mais finalement, quel est l'impact sur la valorisation du chiffre d'affaires ou peut-être sur les l'EBITDA de la récurrence des commissions? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une forte récurrence a plus de valeur que d'être sur des produits, alors j'exagère volontairement, mais d'être sur des produits de niche en assurance affinitaire? Bien sûr que ça, en fait, tous ces éléments-là sont regardés maintenant de manière ultra précise et dans le détail. Il y a plusieurs indicateurs, et Guillaume pourra confirmer ou infirmer, mais bien évidemment, la récurrence est un sujet. L'ancienneté de la relation contractuelle avec le client est aussi un sujet. Le fait qu'il soit multi-équipé, on sait aussi que c'est un sujet parce que typiquement, Alain Curtet, qui est dans votre portefeuille, il a un contrat auto, il est susceptible de partir demain. Il a un contrat auto, des contrats d'assurance vie, une émergence et machin. Alors on sait que statistiquement, le client multi-équipé part moins. Donc forcément, ça aussi, et ça fait partie de la qualité des données dont parlait Guillaume, ça fait aussi partie de ces axes d'analyse quand on valorise un portefeuille. OK, juste, un petit focus sur l'organisation parce que, tout à l'heure, on nous a posé la question, de la relation avec les mandataires et les apporteurs d'affaires. Alors je ne sais pas Guillaume, toi, est-ce que c'est un sujet, d'un point de vue valo et peut-être que Alain nous en dira plus d'un point de vue juridique? Aujourd'hui, on sait que les cabinets de courtage ont de plus en plus de difficultés à recruter, hein, on le sait, hein, de toute façon, c'est un vrai sujet, national. On parle il y a des gros travaux d'ailleurs qui sont menés au niveau national pour rendre notre métier peut-être un peu plus sexy. Mais donc on a certains courtiers et moi c'est des échanges que j'ai au quotidien qui me disent bon bah finalement je vais plutôt aller travailler avec des apporteurs d'affaires et puis je vais faire tout seul ou toute seule ou je vais travailler avec des mandataires. Guillaume, quel regard toi tu portes volontairement, on va pas parler des salariés, hein, mais quel regard toi tu portes aux courtiers qui vont recruter plutôt des mandataires et comment
quel va être l'impact finalement dans les indicateurs que tu vas prendre. Et puis, moi, j'ai des courtiers qui m'ont souvent posé la question de dire, mais mon mandataire finalement, est-ce qu'il est propriétaire du client? Est-ce qu'il est propriétaire du contrat? Si demain je vends mon portefeuille, est-ce que j'ai le droit de vendre les contrats que le mandataire m'a apporté ou les clients? Enfin, voilà, ça fait partie des petits sujets. Alors, Guillaume, quels éclairages tu peux nous apporter? Et Alain, ensuite. Alors oui, merci. Il manque juste un élément sur le tableau, c'est le type de vente. D'accord. C'était pas très significatif jusqu'à il y a quelques années. Et puis il y a eu, quand nous on a connu des effets sur les plus de 2500 ventes qu'on a accompagnées. Il y a 2 ans et 1 an, on a été véritablement secoué par des ventes qu'on ne faisait pas jusqu'alors et qu'on a fini par faire. C'était sur des ventes offshore. Ouais. Je sais pas, vous m'entendez bien parce que j'entends des bulles. Oui. Alors, moi, ça va. Je t'entends très, très bien. Ok. Parfait. Et donc, ventes offshore, c'est les seuls problèmes qu'on ait eu sur toutes les ventes, c'était uniquement lié à vente offshore avec les comptes sur de la santé senior. On a stoppé complètement ce type de vente dès qu'on ne maîtrisait pas le sujet. Et ça venait, dans la plupart des cas, ça venait de la part de plateaux parce que la donnée n'était pas sécurisée et donc c'était quelqu'un du plateau qui partait avec le fichier. Donc gros sujet. Donc bien maîtriser où est son portefeuille quand on vend. Ça sert à rien de créer un portefeuille si on ne sait pas que la donnée est conservée quelque part à un endroit protégé. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, quand il y a des mandataires, vérifier au moment de l'acquisition, déjà exiger les documents, les contrats qui lient le courtier au mandataire, en sachant que, là je laisserai Alain qui est avocat réagir là-dessus, mais on n'a jamais réussi à à condamner des mandataires qui, pour se venger du courtier qui avait vendu le portefeuille et que le repreneur ne poursuivait pas la relation, on a eu deux cas de figure où les mandataires se sont mis à piller le portefeuille sans vergogne et on a eu aucune possibilité. On a attaqué le courtier, le cédant, on a attaqué la RC du courtier, mais on n'a pas pu attaquer les mandataires de fait. Et donc, attention, quand c'est fait soit par un plateau téléphonique, tout vérifier, où sont les données, est-ce qu'elles n'ont pas été pillées par une clé USB. Et il y a plein de portefeuilles à vendre de ce type-là gratuitement, sur des plateformes gratuites sur Internet. À fuir. J'ai reçu, pour tout vous dire, un fichier complet d'un fournisseur envoyé par un courtier, un jeune courtier, qui m'a envoyé son fichier en me disant on propose ça, est-ce que je le prends? Je lui ai dit vous voyez pas un problème déjà? Vous m'avez envoyé un fichier complet avec toutes les coordonnées des clients. Donc ça veut dire que celui qui le cède fait la même chose avec 200 personnes. Donc même si vous achetiez déjà le fournisseur, c'était mis du courtage, donc de toute façon on ne travaille pas du tout avec ce fournisseur, on refuse de le vendre pour les questions d'éthique de ce qu'il a fait à beaucoup de courtiers. Et en plus, il envoie par email le fichier complet. Donc là, on a dit stop, on n'en parle même pas, on vous recommande de laisser passer le dossier. Donc le type de vente, c'est pour nous fondamental. La VAD n'est pas à proscrire, mais il faut vérifier que la VAD ait été faite dans les formes, avec des gens qui soient cernés au niveau de leurs engagements. Et je rajoute une dernière chose, et je vous repasse la parole, mais pour les mandataires, j'ai constaté une chose, c'est que quand les mandataires ont une toute petite IC qui est prévue dans leur contrat versée par le courtier, une sorte d'IC, un peu comme les agents, une indemnité compensatrice, un petit truc, un petit geste à la fin, j'ai remarqué que les portefeuilles étaient beaucoup moins attaqués post-vente. Tu confirmes, Alain? Clairement, je vais aller dans ton sens et je vais vous dire que quand on a un réseau de distribution avec des mandataires intermédiaires, d'abord,
le contrat avec le mandataire se travaille. C'est un contrat spécifique et évitez de me prendre les machins que vous trouvez sur Internet parce qu'ils sont truffés de conneries. Excusez-moi de le dire comme ça, mais j'en ai audité et c'est une hérésie intellectuelle, ce truc-là. Et j'irai exactement dans le sens de ce que dit Guillaume, c'est que pour préserver la valeur des contrats et des clients qui sont apportés, on est très précis sur la propriété de la clientèle, on est très précis sur la clause de non-concurrence et on est très précis sur l'éventuelle rémunération d'une IC qui n'est pas une IC légale, mais qui est une IC contractuelle. Et évidemment, ça permet de réagir le cas échéant. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas de décision de justice, mais moi, j'ai eu le plaisir de faire quelques courriers recommandés pour des actes de concurrence déloyale pour des gens qui commençaient à les taper dans les portefeuilles. Et ça commence à porter ses fruits parce que quand il y a matière, la concurrence déloyale est un sujet qui est plutôt bien traité. Et quand on va en justice, c'est long. Donc, autant essayer de dégainer tout de suite. Ne tardez pas. Mais attendez pas qu'il y ait 300 clients qui soient partis pour réagir. Je voulais juste revenir sur une petite précision juridique. Quand on fait une acquisition, quand on fait une cession, il y a deux petites choses qu'il faut retenir. C'est que dans l'acquisition elle-même, en fait, l'acquisition, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit l'acquisition du portefeuille, c'est-à-dire, pour faire simple, les contrats, les polices et les clients qui vont avec. Ça peut être le fonds de commerce, c'est-à-dire c'est un peu plus large. Dans un fonds de commerce en tant que tel, on a évidemment toute la partie portefeuille qu'il faut inclure, mais on a avec les contrats de travail des collaborateurs quand il y a des collaborateurs, mais il y a aussi le bail commercial. Et puis il y a une troisième typologie de cession, et ces trois sujets juridiques différents que l'on manipule, on va acquérir les types de la société. Et là, on devient actionnaire, et après on fusionne pas, mais ces trois modalités juridiques, mais qui, de toute façon, vont aboutir en termes de valorisation à ce qu'on utilise tous ces indicateurs, plus moi je serais aussi, comme Guillaume, très intéressé quand il y a des apporteurs à être dans l'audit. Alors, il n'y a pas d'audit systématique des contrats d'apporteurs, mais c'est toujours intéressant, là aussi, d'avoir des données précises. Qui est apporteur, de quand date le contrat, est-ce que c'est un apporteur régulier? Parce qu'en termes de valorisation, bien évidemment, ça a du sens. Alors, on avait juste une petite question avant de passer à la suite d'Ariel qui nous disait, est-ce qu'il est autorisé d'avoir un mandataire à l'étranger? Oui, dans certains pays, oui. En France, oui. Il faut que ce mandataire remplisse les conditions. C'est-à-dire que, alors, soit c'est un mandataire français qui exerce à l'étranger en LPS ou en liberté d'établissement, et auquel cas il faut qu'il soit orienté en France et qu'il ait fait sa demande à l'ORIAS pour pouvoir exercer à l'étranger. On peut avoir, dans certaines situations, un mandataire à l'étranger, mais attention sur les types de contrats qui va être vendu. D'accord, parce que tous les contrats ne pourront pas être vendus, c'est ça? Oui, parce que bien évidemment, on parle on a des directives européennes en matière d'assurance, mais on n'a pas un droit européen de l'assurance. Et donc, bien évidemment, si votre mandataire étranger vend des produits à l'étranger, à des étrangers, si vous êtes français et que vous avez un mandataire italien, il va falloir qu'il vende des produits italiens. Voilà. Après, il y a plein d'exceptions, mais bien sûr, commencer à rentrer dans la complexité. Ok, mais dans l'absolu, ça peut être envisageable sous certaines. C'est pas interdit, voilà, sous certaines conditions. Alors, maintenant qu'on a échangé, et il y a d'autres sujets avant qu'on se quitte dans une dizaine de minutes, si on devait apporter des conseils à nos courtiers sur les outils qu'ils doivent avoir pour bien valoriser son cabinet de courtage. Alors moi, j'en ai bien évidemment mis quelques-uns comme ça, mais Alain, Guillaume, je sais que vous avez aussi vos propres outils que vous proposez de par votre expérience et votre expertise. De mon point de vue, quand on est chef d'entreprise et que quand on veut justement atteindre cette valorisation, parce que encore une fois, hein, l'objectif c'est que quand vous en saisirez l'opportunité, quand vous en aurez la nécessité, que vous puissiez aller faire des coefficients très très chers ou utiliser les meilleures méthodes de valorisation. De mon point de vue, le plus important,
en priorité, c'est évidemment études de marché, business plan, se former, avoir un comptable, avoir les bons conseils juridiques et réglementaires. Alors ça, je vais insister, et c'est pas parce que Alain, Guillaume et moi, on se connaît depuis des années, mais s'il vous plaît, choisissez des interlocuteurs qui connaissent le métier de courtier en assurance. J'ai malheureusement parfois échangé avec des courtiers, parce que c'est mon job depuis très longtemps, qui ont des interlocuteurs comptables ou avocats qui sont très très bien, c'est absolument pas le sujet. Simplement, le métier de courtier en assurance est un métier plutôt spécifique. Là, on n'a pas abordé le sujet des avances de com, du précompte, du calcul des commissions versées en décembre, enregistrées au mois de janvier. On n'a pas parlé dans le détail, et c'est normal, du fonctionnement de l'escompte ou de la reprise de com sur 12, 24 ou je ne sais combien de mois. Choisissez. C'est bientôt fini, l'escompte. Ah bon bah, écoute, peut-être qu'on aura l'occasion d'en refaire un webinaire, mais s'il vous plaît, choisissez des interlocuteurs qui comprennent, parce que c'est très important. C'est très important sur la valorisation, c'est très important parce que tout à l'heure, comme disait Alain, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes commerçant, vous êtes soumis au droit des affaires, et on sait que dans le droit des affaires, il y a un certain nombre d'informations liées à la valo. On a parlé du pas de porte, on a parlé de la marque, on a parlé de tout un tas de choses, mais il faut que vous ayez le bon interlocuteur. Les outils marketing, évidemment, et la formation, parce que si jamais vous revendez votre entreprise dans laquelle vous avez des collaborateurs, bah forcément on va avoir tous ces éléments-là. Alors, de mon point de vue, c'était les outils indispensables, mais que vous, Guillaume et Alain, vous avez peut-être d'autres éléments qui vous paraissent que j'ai pas mis ou que j'ai pas évoqués. Demain, vous avez un courtier qui vient vous voir, un jeune courtier, et qui vous dit « je veux créer un cabinet de courtage et je veux le valoriser x2, x3 ». Quels sont les conseils? Et notamment, je vais reprendre la question de Benoît qui disait est-ce qu'il vaut mieux être généraliste ou être spécialiste? Est-ce que ça, c'est un indicateur? Est-ce que je prends des mandataires? Enfin, voilà, quels sont les outils que alors Alain, Guillaume, je sais pas qui veut démarrer. En termes d'outils, et on répondra après sur la question stratégie de est-ce qu'il faut être spécialiste ou généraliste, parce que là, la réponse, c'est ça dépend. Ouais. Mais d'abord sur les outils, moi j'insiste sur le fait d'avoir un CRM, quel qu'il soit, un CRM rempli, complet, mis à jour régulièrement. Je suis encore peiné de voir des cabinets de courtage où j'ai pas le montant des primes payées par les clients, parce que c'est un indicateur, l'évolution de la prime dans le temps. Des fois, j'ai pas toujours les commissions aussi, parce que les bordereaux sont pas saisis, alors que maintenant on a des outils avec EDI Message qui permettent de récupérer les infos de manière automatisée. Enfin voilà, mettez-vous dans la peau de qu'aujourd'hui, en 2023 et bientôt 2024, il faut des données ultra qualitatives dans votre CRM. D'abord, d'un point de vue économique. Mais qui plus est, d'un point de vue réglementaire, il va vous en falloir plein d'infos et il faut que ça soit dans votre outil. Et après, on verra comment on le filtre pour la partie LCBFT, PPE, etc. Et ça, pour moi, c'est avant même la conformité. C'est pas un avocat qui va vous dire ça, mais avant même la conformité, d'abord, ayez un outil dans lequel vous allez avoir toutes les informations sur vos clients, le nombre de contrats détenus, la périodicité, le renouvellement, le montant des commissions, etc. Parce que ça, c'est vraiment la base. Voilà. Pour moi, c'est la base. Mais, même vos prospects, d'ailleurs, parce que quelque part, alors, mais voilà, parce que souvent, enfin, on a beaucoup parlé de clients, mais moi, ce que je dis souvent aux courtiers, c'est vos prospects sont vos patrimoines et sont votre patrimoine aussi, finalement. Alors, avec cette limite que la CNIL vous impose, vous savez que si on applique le RGPD, vous ne pouvez pas garder vos prospects à vitam aeternam, et puis en plus, d'un point de vue marketing, ça n'a pas de sens. Si vous avez des prospects d'il y a 10 ans que vous n'avez jamais recontactés, c'est vrai que d'un point de vue RGPD, c'est pas très conformité compatible. C'est ça.
Est-ce que brièvement, tu peux nous expliquer pourquoi tu as créé, toi, ton outil qui est un outil d'aide à la conformité, c'est ça? Oui, tout à fait. Complisoft Assurance, c'est le résultat d'années de travaux aux côtés de nombreux cabinets de courtage en France, de tailles très diverses. J'accompagne et j'ai le plaisir d'être référencé par Planète CSCA comme étant l'un des cabinets pouvant accompagner les courtiers sur ce sujet de la conformité réglementaire. Et en fait, très souvent, les courtiers me font toujours le même retour. Et grosso modo, il est le suivant. Bon, t'es sympathique, on voit que tu connais le métier et que tu nous accompagnes bien, mais la conformité, franchement, c'est pas notre pain quotidien, c'est pas notre sujet. On a bien compris qu'il fallait y aller, donc simplifie-nous la vie. Et donc, fort D'accord. de ces demandes récurrentes, on a monté une plateforme de conformité réglementaire dans laquelle vous allez trouver tous les sujets de conformité réglementaire que vous devez mettre sous contrôle. Et on a mis au point une jauge de conformité qui vous permet de savoir où est-ce que vous vous situez. L'objectif, évidemment, est bien évidemment de viser le 100%, mais on sait tous que le 100% est l'objectif, mais il est rarement atteint. Et il faut aussi vous mettre dans cette dynamique que la conformité, c'est un chemin, c'est pas une ligne d'arrivée. C'est pas parce que vous êtes conforme aujourd'hui 20 octobre que le 1er janvier, vous serez à nouveau conforme. Et donc, l'outil vous aide aussi, grâce à cette jauge dynamique, de vous rappeler les échéances, de vous rappeler ce qu'il faut faire. Donc voilà, on vous aide de manière très automatisée, très complète. Et là, par exemple, j'ai rentré un cabinet de courtage ce matin qui gère 240 apporteurs, 240 EMIA, courtiers grossistes, et donc il les gère à travers l'outil. Et ça l'aide grandement parce que une chose qui est rarement faite, c'est que vous demandez bien un cabis et une attestation ORIAS à vos courtiers le 1er janvier, mais si le 5 janvier il est plus ORIASé, vous n'êtes pas au courant. Et dans notre outil, ça passe en moulinette tous les jours et vous êtes informé. Voilà, on a essayé Donc, de simplifier la conformité. ok, Mais donc on peut pas en l'annuler. gros, non, ça, on aimerait bien, je crois bien. Avant de laisser la parole à Guillaume, parce qu'il nous reste 4 minutes. Frédéric, c'est très gentil votre témoignage pour Alain. Donc, Alain, toi, ce que tu dis, c'est courtier, quelle que soit votre expérience, votre expertise, votre étape dans la création de votre structure, un CRM, enfin un Ah oui, business plan, un CRM indispensable, un outil d'aide à indispensable. la mise en conformité. Pour tous nos auditeurs, sachez que je vous ai mis, bien évidemment, vous avez vu les pop-up passer, les coordonnées d'Alain, les coordonnées de son outil, vous avez les coordonnées de Bubblein aussi. Et puis je vais vous les faire repasser là après. Guillaume, toi pour toi, alors je sais que tu as créé un outil aussi de valorisation et ça c'est plutôt chouette parce que c'est un peu comme une API pour savoir si on est en bonne santé et si on a fait le bon nombre de pas finalement. Toi ton rôle c'est plutôt de dire au courtier voilà, si tu as fait ça, tu vas valoriser à ça, si tu as fait ça, tu vas valoriser à ça. C'est le cas ou je me trompe? Et non, c'est exactement ça. C'est que dès le début de 2024, on va arriver avec un pas de géant pour poursuivre sur l'esprit pas, puisque chaque courtier inscrit sur Assurdeal aura un outil sur le dashboard d'Assurdeal, aura la data visualisation de son portefeuille avec la valeur de chacun de ses contrats de son portefeuille, donc la valeur globale en temps réel. Donc ça, c'est une innovation très forte. On l'annoncera, là c'est vraiment une confidence que je fais, mais on est entre Oula. nous. Et comme Ah ça oui, va être on le diffusé, dira ça à va être personne. génial. Mais bon, voilà, ça c'est un projet qui me tenait à cœur depuis 10 ans. Et voilà, on est arrivé à faire ça. Et donc, ça va être quelque chose de relativement intéressant pour les courtiers pour savoir combien vaut chacun des contrats pour ne vendre que 10 contrats. Parce que on fait de plus en plus de staging sur les portefeuilles. Le staging, c'est comme un agent immobilier vous dit de de repeindre la maison pour mieux la vendre. Et là, c'est pareil. Avant de vendre un portefeuille ou pour augmenter sa valeur, c'est de lui donner de la cohérence. Et je rappelle juste une chose,
un courtier stratège, c'est celui qui sait ce qu'il vend, à qui et comment, et qui s'y tient. Tout à l'heure, il y avait une question intéressante sur le généraliste ou plutôt spécialiste. Alain disait ça dépend, effectivement, et c'est la réalité. Aujourd'hui, ce qu'il faut surtout, c'est savoir ce que l'on vend et comment. C'est-à-dire que si je fais que de la VAD, je fais de la VAD et j'adapte les outils que j'ai par rapport à ce qui était inscrit sur la slide précédente. J'adapte mes outils et dans le temps à l'activité que j'ai, et verticale ou à l'activité généraliste que j'ai. Voilà. Eh ben écoutez, il est 59. Il est 59. Alors, écoutez, je suis absolument ravie. On a échangé sur beaucoup de choses. J'espère en tout cas que on vous a apporté plein d'indicateurs, plein d'informations sur qu'est-ce que je dois faire. Suivez les conseils qui vous ont été donnés par Alain, par Guillaume. Si vous recherchez leurs coordonnées, on vous les enverra par mail. Je vois que Frédéric nous a d'ores et déjà demandé de le recontacter, donc ce sera fait par Alain et Guillaume. Merci beaucoup. Ah bah voilà, super. Merci Benoît. Alors effectivement, c'est assez complet. C'est un vaste sujet qu'on essaie de tenir en 1 heure. Hein. C'est pas forcément très très simple. Merci à tous. Vous allez retrouver, oui Régis, vous allez retrouver le replay dans Bubblein. Donc pour ceux qui sont inscrits à Bubblein, eh ben vous l'aurez dès cet après-midi. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, eh bien contactez-moi à ce numéro de téléphone qui apparaît sur votre écran, ou bien simplement en cliquant sur les liens que je vous ai partagés. Et puis bah, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis je vous souhaite bon week-end aussi. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup Corinne pour cette invitation. Merci beaucoup. Et Alain. Bon et week-end puis à tous. merci encore. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.